Donc, vous m'entendez toujours bien? Oui. Ok, super, merci. Alors, je vais juste me mettre en grand. Alors, normalement, ce cours, donc c'est CCNE. Vous deviez l'avoir présent, enfin, Dimitri, vous devez vous le présenter, sauf qu'au final, il n'a pas pu, donc c'est moi qui va vous le présenter. Donc, encore désolée pour le problème qu'on a eu avec les liens Zoom. Voilà, on a essayé vraiment de faire notre maximum, mais c'était vraiment impossible, on ne comprenait pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau de la configuration des liens, et du coup, c'est ça qui a dû entraîner le problème. Donc voilà. Le plus important, c'est que vous ayez le cours. De toute façon, ce sera en rediffusion, donc voilà. Donc on commence tout de suite. Alors, le sommaire. Donc, en premier, on va voir comment résoudre les dilemmes moraux. Ensuite, on va voir l'émergence des communautés d'éthique, donc avec le contexte historique, le CCNE, qui sont acteurs et modes de désignation, les saisines et leur évolution au fil du temps. Ensuite, on conclura et on fera quelques QCM. Donc, tout d'abord, on va commencer avec un petit rappel du premier cours que vous avez eu. Donc, qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la morale? Donc, l'éthique, en tant qu'adjectif, c'est une conduite qui met en œuvre des valeurs partagées, comme la loyauté, la justice. Et conduite éthique et conduite morale sont des synonymes dans ce cas-là, en fait. Alors qu'en tant que nom, la conduite éthique et la conduite morale vont être différentes. L'éthique va qualifier dans ce cas-là une réflexion suscitée par un dilemme dans laquelle le choix est difficile. Il faut choisir entre des obligations morales. La morale, en tant que nom, elle va caractériser un système d'obligations qui s'impose catégoriquement. Bon, ça après, c'est vraiment des rappels. Est-ce que ça va? Après, vous savez que vous pouvez toujours envoyer des questions aux tuteurs qui vous ont fait les cours, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, ils sont super sympas. Donc, vous pouvez aller voir quand vous voulez. Comment résoudre les dilemmes moraux? Il faut savoir qu'il y a trois méthodes de résolution des dilemmes moraux qu'on a pu voir au cours du temps. Donc, l'éthique des vertus, l'éthique normative et l'éthique procédurale. La première méthode, donc l'éthique des vertus, on l'a surtout vue à l'époque antique, à l'époque gréco-romaine. Elle fait appel à la sagacité d'un sage, c'est-à-dire en fait à la perspicacité, à la vivacité d'esprit d'un sage. Qui, par sa confiance, il va développer des vertus. C'est vers lui qu'on se tourne pour résoudre un dilemme moral. La deuxième méthode, c'est l'éthique pardon, excusez-moi, c'est l'éthique normative, donc est différente de l'éthique des vertus. On a vu se développer des éthiques qui sont fondées sur des principes, avec en particulier deux grands courants d'idées, commencés par Kant avec le déontologisme et Bentham avec l'utilitarisme. Donc en fait, l'éthique normative, c'est vraiment basé sur des principes universels, en fait. On va baser notre éthique sur ces principes universels. Et ensuite, aujourd'hui, on va avoir une éthique procédurale, donc avec une procédure, plusieurs individus et un débat. Elle est liée à l'émergence des comités d'éthique. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Non. Bon, c'est bon. On continue. Donc, l'émergence des comités d'éthique. Donc, d'abord, le contexte historique. Donc, au niveau du contexte culturel, dans les années 70, on va d'abord avoir la première grande réunion internationale sur les questions d'éthique. Elle a eu lieu en 1975. Je suis désolée, mais à certains moments, on n'entend plus trop ta voix. Ah ouais? Ouais, Ah, je dois là, à avoir ce moment, ça a coupé un petit peu, après, c'est revenu. Ok. Attends, je vais essayer de me décaler. Normalement, si je me mets vers là, ça devrait être bon. Est-ce que Oui, là, ça va. ça va? Vous voulez que je recommence ou pas? Non, ça va, on n'a pas perdu des grandes lignes. C'était écrit sur le diapo.
Ok, super. Donc, dans les années 70, donc, il va y avoir la première grande réunion internationale sur une question d'éthique. Donc, elle a eu lieu en 1975. Elle a été initiée par un chimiste qui se nomme Paul Berg. Et du coup, si vous voulez savoir un peu la question, c'était n'y a-t-il pas un risque que des bactéries génétiquement modifiées puissent se disperser dans l'environnement? À l'issue de cette délibération, du coup, les membres de ce comité d'éthique vont décider d'un moratoire sur certaines manipulations dans les laboratoires de recherche. Ensuite, à la même époque, il va y avoir le développement de nouveaux courants d'idées, et en particulier des courants d'idées environnementalistes, donc qui vont alerter sur l'émergence en fait des nouveaux risques jusqu'alors inconnus de la population mondiale et qui vont être surtout soulevés par les risques nucléaires en fait. Et ensuite, on a eu la déclaration d'Helsinki et la création du CCNE, excusez-moi. Ensuite, dans les années 80, on va avoir l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui va en fait susciter pas mal de soucis, si vous voulez. C'est une catastrophe qui va vraiment être considérée comme terrible. Donc, comme vous savez, il y a eu des diffusions de radioactivité qui a entraîné beaucoup de morts. Et en fait, ça va développer une idée autour de la notion de risque potentiel. Et donc, c'est à partir de ce contexte-là et surtout après Tchernobyl donc, que les premiers comités d'éthique vont être instaurés. Ensuite, Hans Jonas, alors, il faut savoir que du coup, les premiers à avoir alerté sur les risques potentiels sont les auteurs, comme donc Hans Jonas, qui a dessiné les contours du principe de précaution, si vous voulez. Il dit qu'il ne faut pas attendre que la catastrophe elle survienne pour prendre des mesures qui vont pouvoir l'empêcher. Pour éviter une catastrophe, il faut donc l'anticiper, il faut avoir peur de la catastrophe pour la motiver, si vous voulez. C'est un peu ça son idée. Et ensuite, il va aussi également avoir Dragonnet qui, lui, va plutôt avoir une idée progressiste parce que pour lui, il va alerter donc sur les méfaits de cette philosophie un peu précautionniste. Et il va dire en fait que c'est assez dommage pour la science, en fait, pour les progrès scientifiques, que en fait, ça nous empêche d'accéder à des voies. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a également eu la première FIV en France. Donc, ensuite, dans les années 90 et aujourd'hui, il va y avoir la déclaration de Rio en 1992. Et il va y avoir le développement de la collapsologie de nos jours avec les catastrophistes. Est-ce que ça va, vous m'entendez toujours aussi bien ou pas trop? Oui, là, c'est vrai, il n'y a pas de coupure. Ok, super. Euh, Donc, en fait, si vous voulez, les catastrophistes, en fait, pour eux, ils vont se dire, ben voilà, en fait, il y a un risque que voilà, la population humaine finisse par se ternir et que, voilà, en fait, c'est vraiment dans la catastrophe, si vous voulez, un peu la fin du monde. Eux, ils perçoivent ça un peu comme, ben, en fait, il va y avoir la fin du monde à la fin, quoi. Donc, dû, en fait, à toutes ces évolutions, etc. Ensuite, la FIV. Donc, la première FIV, elle a été faite par Jacques Testard et René Friedman. Donc, qu'est-ce qu'une FIV? C'est une fécondation in vitro. Donc, je pense que ça, vous le savez. C'est une méthode donc, de fusion des gamètes mâles et femelles. Et ensuite, quand on réussit à obtenir l'embryon, on va tout simplement réimplanter cet embryon dit artificiel dans l'utérus de la femme. Donc, en fait, les deux vont avoir au final deux avis. Donc, Jacques Tessar et René Friedman vont avoir deux idées qui vont être assez opposées après cette FIV, car Testard, lui, il va dire qu'il y a un risque important, en fait. Tout simplement, il va alerter sur ce risque avec un risque, en fait pour lui, si on fait des FIV, etc., il y a un risque qu'après, on fasse un peu un contrôle sur la qualité des enfants qui vont naître. Donc, en fait, on va un petit peu développer de l'eugénisme. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, l'eugénisme, mais en fait, c'est tout simplement, en fait, si vous voulez, essayer de créer l'enfant parfait avec les traits caractéristiques parfaits, voilà, les gènes les plus parfaits possibles. Et voilà, donc un peu
Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, il y a Friedman qui, lui, va avoir des idées plutôt progressistes en se disant que voilà, ça peut apporter du bien aux autres, aux personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de concevoir des enfants de façon totalement naturelle, entre guillemets, si vous voulez. Donc voilà, il va y avoir vraiment ces deux idées qui vont s'opposer. Et Tesla va plutôt suivre le courant déontologique et Friedman plutôt le courant utilitariste. Donc, pour vous définir un peu ce qu'est l'utilitarisme et ce qu'est le déontologisme. Donc, l'utilitarisme, il va avoir pour principe d'action donc, de maximiser le bien-être. Dans l'exemple, donc le bien-être des couples et des enfants, parce que du coup, avec un diagnostic prénatal, ça permet d'avoir des enfants en bonne santé. Donc, ça permettra d'augmenter le bonheur en fait, des parents et augmenter le bonheur des enfants, parce que forcément, quand malheureusement il y a des familles qui finissent par avoir des enfants qui ont des problèmes de santé, ça va en pâtir sur leur vie à eux. Ils vont peut-être être moins heureux, entre guillemets, les enfants aussi seront peut-être moins heureux que s'ils étaient en pleine santé. Et donc ensuite, le déontologiste, lui, il va avoir une autre vision de la chose. Il va mettre donc l'accent sur la dignité de la personne, peu importe donc le handicap ou la différence. Dans l'exemple, il va dire il va penser qu'il faut préserver le droit pour les personnes les plus faibles et ne pas être émis avant de naître, en fait. C'est, en fait, si vous voulez un peu laisser à tous, en fait, donner à tous un peu la même valeur. C'est-à-dire que vous soyez totalement, entre guillemets, normal. J'aime pas dire ça comme ça, mais je sais pas trop comment vous dire autrement. Ou alors, si vous avez des petits soucis au niveau génétique. En fait, pour lui, le plus important, c'est que tout le monde soit considéré de la même façon. Et donc, quand on a des dilemmes un peu de ce genre pour la FIV, on va vraiment utiliser les modes de résolution procédurale. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non, pas de questions. Alors maintenant, le CCNE, acteur et mode de désignation. Alors, il y a des membres en fait qui vont être désignés par le gouvernement. Donc, le président du CCNE, c'est pratiquement tout le temps donc un médecin chercheur aussi. Le vice-président du CCNE, ça va être plutôt quelqu'un qui est recruté dans le milieu de la philosophie. Ce sera un juriste qui va pouvoir pondérer le pouvoir médical. Ensuite, il va y avoir un président de séance qui, lui, va réguler la pratique du discours, la parole. C'est un mandat de 2 ans qui est renouvelable plusieurs fois et est nommé par le président de la République. Et ensuite, les autres membres du CCNE, ils sont sélectionnés parmi des scientifiques qui se sont illustrés par des travaux en éthique. Est-ce que ça va? Juste une question, ça veut dire quoi pondérer le pouvoir médical? En fait, si vous voulez, c'est un peu le vice-président qui va dire, ben là, en fait, ça relève, en fait, le médecin a la capacité, le pouvoir et il a le droit, en fait, juridiquement parlant, de faire ce qu'il fait. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Je sais pas si c'est assez clair ou pas. Oui, c'est bon, merci. C'est super. Pas d'autres questions? Non, c'est bon. J'espère que c'est bon. Donc, les avis du CSNE, ils seront toujours issus d'une délibération qui sera collective, collégiale. Il y a la possibilité d'être en désaccord avec la position de la majorité. Cette opinion, elle sera aussi discutée. Et ça va être donc l'illustration de la démocratie. Il va énoncer des recommandations qui sont générales et qui ne statuent pas sur des cas particuliers. Ils doivent être rédigés sans limite temporelle trop restrictive. Il faut se donner une limite raisonnable. La durée maximale donc d'un avis ne doit pas excéder 6 mois. Même s'il y a par moments, des fois où ça n'a pas été forcément respecté, mais la plupart du temps, ils essayent toujours de répondre à la question en 6 mois. C'est bon pour vous?
Donc, qu'est-ce qu'une saisine? Alors, c'est un courrier qui est rédigé par une instance, comme un ministre par exemple, et qui va appeler à un certain type de traitement. Pour traiter cette saisine, en fait, il va falloir suivre un protocole. Les saisines, pardon, elles sont adressées au président du CCNE qui va lui créer un groupe de travail composé de personnes compétentes sur le sujet. Elles vont donner des pistes de réflexion sur la saisine en question. Euh, pour cet avis, en fait, il va y avoir une première version, en fait, si vous voulez. Tout d'abord, il va y avoir une version dite, entre guillemets, de martyr, où, en fait, donc, on va leur poser une question, et il y a une première personne qui va commencer à écrire quelques lignes pour un peu donner l'idée, en fait, tu vas un peu écrire des lignes pour donner les premières idées. Et donc, à partir de cette première version, il va y avoir une deuxième version qui sera un peu plus élaborée, qui va voir le jour et qui, elle, va intégrer progressivement les acquis de la discussion. Euh, donc, euh, donc, pour traiter pardon, cette saisine, il faudra suivre le protocole. Et du coup, le CCNE, il va se réunir donc une fois par mois. Il va travailler pendant toute la matinée donc sur la version en cours. Et il va émettre encore des propositions. Ils vont encore discuter en fait sur un peu comment dire, ils vont discuter sur en fait le débat en fait qu'il y a sur la question qui est posée. Et ensuite, à force en fait, le document il sera assez développé, quand il fera environ, on va dire, une dizaine de pages, là, il va y avoir l'intervention de la section technique. Et du coup, cette dernière fait l'interface entre le CCNE et le groupe de travail. Donc, le groupe de travail, il va rédiger... Pardon, excusez-moi. Euh, Excusez-moi, j'étais en train de relire les premières diapos, du coup. Donc, ensuite, il va y avoir encore, après la section technique, il va y avoir la réunion du CCNE et, et les critiques de la vie. Pardon. Je dois juste vérifier. Ah oui, c'est bon. Je suis désolée, j'ai été perturbée. Je pensais que j'avais pas enregistré le cours. Du coup, je me suis perturbée d'un coup. Non, mais c'est bon, il est enregistré. C'est bon. Donc, traitement et rédaction des saisines. Donc, le traitement, il se fera à huis clos, donc sans témoin, seulement avec les membres du CCNE. En fait, ça va leur permettre de pouvoir discuter et de, voilà, ne pas de dire vraiment ce qu'ils pensent. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y aura pas de témoins. Et de temps en temps, on va amener des personnalités, donc des témoins, qui, eux, vont être plutôt auditionnés, en fait. Ce sont des personnes qui vont être considérées comme compétentes et expérimentées pour le CCNE et qui vont pouvoir discuter du domaine, en fait. Ensuite, par réduction, ça sera surtout par les pouvoirs publics. Donc, c'est surtout le ministre de la Santé qui vont poser les questions pour des avis sur la santé publique. Et par moment, ça peut être le Premier ministre ou le président qui va pouvoir poser la question. Ça peut aussi provenir donc d'autres personnes comme les équipes de recherche biomédicale, d'organismes, et voilà. Et ce sera jamais une personne isolée. Donc, alors, il y a deux exemples en fait qu'on a vu en cours. Donc, c'est peut-on autoriser la recherche sur l'embryon? Donc, lors d'une FIV, il y a plusieurs embryons qui vont être créés. Et il peut en rester certains après que l'embryon soit implanté et qui a enclenché une grossesse. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ces embryons-là qui n'ont pas été utilisés pour la science ou est-ce qu'on doit forcément les détruire? Donc, le CSANE, dans ce cas, il a décidé de prendre une décision plutôt médiane. Il va estimer que l'embryon est une personne humaine qui est potentielle et qui doit être respectée, mais elle peut malgré tout faire l'objet de recherches si les géniteurs sont d'accord. La deuxième question qui s'est posée, c'est peut-on greffer un visage? Donc, il y a un professeur de la PHP qui est un chirurgien de la face et son équipe qui interroge le CSNE sur la question éthique d'une transplantation de la face dans le but de transplanter cette mort à une personne vivante défigurée. Donc, le CCNE évalue les risques potentiels et il exprimera qu'il faut écarter de la liste des receveurs les personnes ayant un profil fragile en s'appuyant sur des exemples passés. Donc, en fait, il n'y avait pas encore de greffe du visage, c'est la première greffe du visage, sauf qu'en fait, ils ont fait appel donc, à des témoins, dont une femme
qui a eu une greffe de la main à partir... Non, c'était un homme, excusez-moi. En fait, il a une greffe au niveau des cellules qui composaient la peau de sa main. Et cet homme, en fait, ensuite, il a commencé à renier sa main. Il est tombé un petit peu dans la dépression, etc. Et au final, il a complètement arrêté les médicaments immunosuppresseurs qu'il devait prendre à vie. Donc, en fait, le CCNE a considéré que, bon, pour les personnes qui sont, voilà, un petit peu moralement fragiles, c'était pas forcément bon. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'ils ont décidé que ce serait possible, sauf sur les personnes fragiles. Non. Voilà. Bon. Et ensuite, il faut savoir que cette décision, elle a été donnée et quelques temps plus tard, il y a en fait comment on dit ça? Un, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Un groupe de chirurgiens en fait qui ont décidé de quand même faire une greffe du visage sur une femme qui s'était faite mordre par son chien, en fait, qui s'est fait mordre le visage par son chien après avoir pris des médicaments pour mettre fin à sa vie. Et donc, ces personnes-là n'ont pas du tout suivi le conseil du CCNE, sauf que du coup, après coup, en fait, on s'est rendu compte que la femme, elle revivait, elle avait repris goût à la vie. Et donc, en fait, c'est tout ça pour vous dire en fait que le CSNE, ça sera vraiment, il va donner un avis, mais en aucun cas, il aura un pouvoir en fait sur les décisions qui sont prises. Et voilà. Et on peut se dire que là, peut-être que le CSNE, il n'a pas forcément eu raison. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez dépendant des cas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Il y en a qui posent leurs questions par chat. Ah, pardon. Alors, ah mince. Quel type de questions on aura? En fait, ça va être des questions un peu globales, si vous voulez. Après, c'est assez récent, les questions comment on dit ça? Les questions sur les cours comme sciences humaines et sociales. Ça fait à peine 3 ans que ça existe. Avant, c'était ben, vraiment des textes. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu des questions globales. Il faut vraiment que vous compreniez. Tout va dépendre en fait, des professeurs. Il y en a certains qui vont dire ben, c'est important de retenir les dates, etc. Et d'autres qui diront non. Moi, je pense que pour ce cours, c'est important quand même de retenir certaines dates. Euh, et voilà. Après, je sais que Dimitri, il a fait des questions là après et qu'elles sont super. Vraiment, elles sont assez type concours. Donc, basez-vous un peu sur ça pour voir un peu comment ça se passe. De rien. Ok. Si tout est bon, je suis désolée, c'est un peu court. Déjà, ce cours, il n'est pas très long, il n'est pas compliqué. Et, là, j'arrive pas. Il y a un problème. Ok. Donc, pour conclure, donc, les comités d'éthique sont apparus dans le domaine de la recherche dans les années 70. Le CCNE, il a donné un bon aperçu de ce qu'est une éthique procédurale. Les comités d'éthique locaux, donc hospitaliers par exemple, peuvent s'inspirer du CCNE et de son fonctionnement. Les avis du comité d'éthique comportent des juristes. Ils peuvent recourir à des outils méthodologiques. Et il y a des règles d'éthique des discussions. Prendre la parole tour à tour, respecter un temps de parole équitable, etc., etc. Alors, si tout est bon pour vous, on va passer au QCM. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre.
Ça va, est-ce que vous avez le temps ou je vous laisse encore un peu de temps pour essayer de répondre? Regardez pas. Bon, écoutez, tant pis. Ça ne veut pas partir. Alors, c'est BDE du coup. Donc, la première, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi ça marche. Bon, la première, elle est fausse. C'est le principe d'action de l'utilitarisme. Donc, la B, elle est vraie. Elle représente, Bentham, il représente l'utilitarisme. Donc, la C, je ne me rappelle plus de C et j'arrive pas à voir. C'est pas possible. Excusez-moi, hein, vraiment. Voilà. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, l'éthique normative me fait appel à la sagacité d'un sage. Non, ce sera l'éthique des vertus, en fait. Vraiment, le sage, il dit que c'est très ancien, c'est vraiment à l'époque des Grecs, donc vraiment, il faisait appel au sage. L'éthique normative, c'est vraiment celle où, en fait, on va prendre des principes universels. Hop. Là, une saisine pour le stationnement ne peut provenir ne peut pas provenir d'une personne isolée, c'est vrai. Jacques Testard est un progressiste opposé à la FIV et au diagnostic préimplantatoire. Alors, il y a un... Non, c'est bon. Ok. Deuxième QCM. Et du coup, il y a une erreur sur le diapo. Il y a marqué BCE, mais c'est BDE. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Je vais voir ce que vous avez répondu. ADE, ABDE. C'est un peu de temps encore. Oui, il y a ça. Hop, je vais mettre la connexion si j'y arrive. Voilà. Alors, du coup, c'était le président de la séance est désigné par le président de la République, c'est vrai. Donc, la B, elle est fausse. Les avis du CCNE peuvent statuer sur des cas particuliers. Non, ce sera que, en fait, sur des recommandations assez générales. Tous les membres du CCNE sont désignés par le gouvernement, non pas tous. Il y a certaines personnes qui vont être désignées par le CCNE en lui-même et voilà, par en fait des personnes qui font déjà partie du CCNE et qui considèrent que voilà, telle personne est apte à aider lors du groupe de parole. Donc voilà. Et les avis du CCNE sont et les avis du CCNE sont toujours issus d'une délibération collective. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Ah mais non, mais ah, ben, vous avez des questions ou pas?
Non, pas de questions. Bon, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message à Dimitri, donc sur son Insta ou sur son Messenger, ou alors à m'envoyer un message à moi sur Facebook. Donc, mon Facebook, c'est Solène Soso. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, même par rapport au thème, par rapport à d'autres choses? Bon. On va attendre un peu. J'ai prévenu les tuteurs qu'on a fini assez tôt. Je suis vraiment désolée, mais le cours déjà, il n'est pas très long. Donc, voilà. Euh, on commencera le cours vers 9h, si ça vous va.